Sais-tu quel animal aux joues rouges et à la belle crête de plumes est très doué pour communiquer ses émotions? Aujourd'hui, on va parler de la calopsite élégante dans Bête de science. Je te propose de partir à la découverte d'un oiseau que l'on croise facilement dans nos maisons, car c'est un animal de compagnie très apprécié. Pourtant, il vient de l'autre bout du monde. Il vit en Australie. Ça te dit d'aller le rencontrer chez lui? Je prends les jumelles, attrape tes chaussures de marche et un chapeau. Nous voici dans le territoire du Nord, l'une des grandes régions qui recouvre le centre et le nord de l'Australie. Une île aussi grande qu'un continent. Alors que cette région représente près d'1/6 de la surface totale de l'île, on estime qu'il y a moins d'1 habitant au kilomètre carré qui y habite. Si les humains se font rares, d'autres animaux en revanche se plaisent beaucoup. Tout autour de nous, c'est le désert. Mais nous ne sommes pas en pleine saison sèche. Une petite écharpe et un pull ne sont pas de trop. Tu as vu? Le sable et le sol sont bruns, presque rouges. Je sais que c'est tentant d'en ramener en souvenir, mais c'est interdit. La terre est sacrée pour les aborigènes qui habitent ces lieux, et prendre un peu de ce sol, c'est un peu comme voler un bout de l'âme du lieu et de leurs ancêtres qui vivaient ici. On se contentera donc de le regarder. Et tu as vu? Même si on est en plein désert, il y a plein de végétation. Des herbes hautes et des petits arbustes et buissons poussent un peu partout. Ce n'est pas l'image que l'on se fait d'un désert. Ici, on l'appelle le bush, et il regorge de vie. La pluie y est rare, c'est vrai, mais elle tombe parfois. D'ailleurs, il a beaucoup plu hier. Des flaques d'eau se sont formées au sol. Tiens, regarde, tous les petits oiseaux qui se sont regroupés pour boire et se baigner. Ce sont des diamants mandarins. Ils ne sont pas plus gros que nos moineaux, mais on les entend de loin. Laissons-les à leur bain et suivons le chemin qui contourne ce bosquet plus loin. Nous voilà arrivés. Ce gigantesque rocher de grès qui se dresse devant nous, c'est Uluru, l'un des sites sacrés des aborigènes. Les colons l'avaient appelé Ayers Rock, le rocher Ayers du nom d'un ancien premier ministre des années 1870. Mais depuis 1983, son nom d'origine est utilisé de nouveau. C'est mieux, non? C'est un endroit où les aborigènes s'adonnent encore à des rites et des cérémonies secrètes. Il est interdit de les prendre en photo, pour respecter leurs croyances et leurs traditions. Un sentier permet de faire tout le tour du rocher. Ouvrons l'œil et tendons l'oreille. Oh, regarde, les voilà! Elles sont bien 30 à 40, posées sur les branches de ce petit arbuste. D'autres boivent dans une flaque au sol. Ce sont des calopsites élégantes, de leur nom latin Nymphicus hollandicus. Hollandicus fait référence à la Nouvelle-Hollande, un nom utilisé un temps pour désigner l'Australie, puisque de nombreux colons venus de plusieurs pays d'Europe, comme la Hollande, s'y sont installés. Ce sont les Européens qui ont nommé la calopsite ainsi, quand l'espèce a été décrite au XVIIIe siècle. Elle est devenue très populaire en Europe, grâce au travail de John et Elizabeth Gould, qui ont publié plusieurs livres illustrés sur les oiseaux d'Australie dès 1848. De la taille de petites tourterelles, ces mini-perroquets sont facilement reconnaissables à leur crête de plumes fièrement dressée sur le dessus de leur front et leurs joues décorées d'un cercle rouge, comme Pikachu. Leurs crêtes et leurs têtes sont colorées en jaune clair pour les adultes, gris pour les juvéniles, alors que leur corps est gris et le bas de leurs ailes
tout blancs. Ce sont les plus petites représentantes de la famille des Cacatoès, ces perroquets originaires d'Océanie qui ont tous une crête de punk sur la tête. Et comme tu peux le remarquer, elles ont des choses à se dire. Ces oiseaux utilisent plein de cris différents pour s'appeler, se prévenir, se retrouver. Il y a des cris de contact pour se localiser, des cris d'alarme en cas de danger, et plein d'autres qu'on ne connaît pas encore très bien. Mais chaque individu a sa voix et produit des cris qui lui sont uniques. Les calopsites, comme tous les perroquets, sont des animaux sociaux. Elles forment des couples fidèles sur la durée et se regroupent en bandes comme celles que l'on peut voir ici. Vivre à plusieurs, c'est pratique pour surveiller l'arrivée d'un prédateur et donner l'alerte pour se sauver. Un cri suffit et tout le monde file se mettre à l'abri. De la même façon que les perroquets gris du Gabon que je t'avais emmené découvrir dans une expédition précédente, les calopsites modifient la structure de leur groupe au fur et à mesure de la journée et de leurs activités. Certaines partent manger à un endroit, d'autres ailleurs, et elles se retrouvent toutes pour boire et dormir le soir venu. On parle de groupe en fission-fusion. Les parents pondent dans un trou d'arbre et élèvent plusieurs petits, 4 à 6 en général, en se relayant. Même après avoir quitté le nid, ils restent un moment avec les adultes, avant de rejoindre des groupes d'adolescents pour apprendre à se débrouiller tout seuls. Pour repérer les animaux qui ont tissé des liens, regarde bien. Ce sont ceux qui se tiennent côte à côte et qui se toilettent mutuellement en se passant le bec dans les plumes. Trop mignon! Les calopsites sauvages, si elles ne sont pas menacées, ne sont pas toujours bien vues. Elles adorent les graines et comme tu peux l'imaginer, ça ne fait pas forcément très plaisir aux agriculteurs qui les retrouvent dans leurs champs. Mais heureusement pour elles, avec leurs billes de clown et leurs houpettes, elles ont un très fort capital sympathie. Figure-toi qu'avec la perruche ondulée, plus petite et sans crête, mais aussi australienne, la calopsite élégante est l'oiseau que l'on retrouve le plus comme oiseau de compagnie. Elle a été élevée en Europe dès la fin des années 1800. Les éleveurs ont même croisé des oiseaux pour obtenir des couleurs différentes de celles des oiseaux sauvages. On parle de mutation. Il y a les faces blanches, qui n'ont plus de taches rouges sur les joues et dont le corps est tout gris. Les lutinos, qui sont jaunes clairs et blancs, sans gris sur les ailes. Ou encore les opalines, qui arborent des taches jaunes et grises sur les ailes sous forme d'un joli motif. Les calopsites s'apprivoisent très bien, se reproduisent facilement et elles aiment les gratouilles. Elles sifflent et chantent chez les mâles et elles peuvent imiter la voix humaine. Attention cependant, comme je te l'ai dit, les calopsites sont sociales et ce n'est pas bon pour elles d'être seules avec des humains. Il leur faut des copains-copines, idéalement de leur espèce, pour être complètement épanouies. Pour elles, les congénères sont super importants. Et les liens tissés entre individus le sont tout autant. Bien que les calopsites soient des animaux de compagnie répandus et populaires, peu d'études scientifiques se sont penchées sur leur comportement. La plupart d'entre elles décrivent comment choisir des partenaires qui feront de bons parents pour lancer un élevage, ou comment les soigner et faire progresser la médecine vétérinaire. Pourtant, leur vie en groupe en fait de très bons modèles pour décortiquer les liens qu'elles tissent entre elles et la façon dont elles s'entraident. Je ne te l'ai pas encore raconté, mais il se trouve que j'aime beaucoup les calopsites. Car par le passé, quand je faisais de la recherche en éthologie, j'ai passé beaucoup de temps avec elles. Au laboratoire de Nanterre, où j'ai réalisé ma thèse pendant 4 ans, je me suis intéressée au premier niveau d'empathie chez ces oiseaux. L'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions des autres et à y répondre de manière adaptée. Par exemple, si tu vois un ami pleurer, tu vas essayer de le consoler. Mais le tout premier niveau d'empathie, le plus simple, c'est la contagion émotionnelle. Par exemple, si je me mets à bâiller, il y a de fortes chances que tu te mettes à bâiller aussi. Pourtant, tu n'es pas en train d'analyser mes émotions et mes ressentis. C'est automatique. On a pu observer ce bâillement contagieux chez plusieurs animaux, des singes notamment.
Les chiens, eux, bâillent même quand ils voient leur humain bâiller, alors qu'ils appartiennent à 2 espèces différentes. C'est fou, non ? Lors de l'expérience avec mes collègues, nous avons diffusé à chaque oiseau 3 sons différents. Le cri d'un oiseau dont ils sont proches, leur meilleur ami ou leur partenaire de couple par exemple. Le cri d'un oiseau avec qui ils vivent au quotidien, mais avec lequel ils ne sont pas particulièrement copains. Et un son artificiel appelé bruit blanc, qui est aussi fort, mais qui ne traduit pas d'émotion, contrairement au cri. En filmant les comportements des oiseaux pendant la diffusion des sons, nous avons regardé les mouvements de leur crête, s'ils criaient, bougeaient beaucoup ou s'approchaient du haut-parleur. Les résultats montrent que les calopsites ne réagissent pas de la même façon selon le signal. Elles sont plus actives et plus attentives avec la crête bien dressée sur leur tête quand elles entendent le cri de l'oiseau dont elles sont proches. Pourtant, ces cris sont censés faire fuir tous ceux qui les entendent, sans distinction. On pourrait penser que les oiseaux répondent pareil, quel que soit le cri, mais ce n'est pas le cas. Le lien qui unit celui qui crie et celui qui l'entend a des conséquences sur son comportement. Cette étude, en plus de révéler que ces petits oiseaux ont une vie émotionnelle riche, montre qu'il existe des façons simples de mesurer les ressentis des autres animaux. Juste en observant à quel point la crête des calopsites se hérisse, permet de deviner comment elles se sentent. Cela va dans le même sens que d'autres expériences plus récentes menées chez des perroquets, des vautours et des poules, qui prouvent que les oiseaux ont la peau du visage qui rougit selon leurs émotions. Avec ces informations précieuses, il sera plus facile de mesurer le bien-être de ces animaux et de mieux les comprendre. Car oui, même les oiseaux peuvent être à fleur de plume. Allez, on récapitule. La calopsite élégante est la plus petite représentante de la famille des Cacatoès, une perruche reconnaissable à ses plumes grises et jaunes, ses 2 joues rouges et sa crête de plumes sur la tête. Elle est originaire d'Australie où elle vit en groupes sociaux et se nourrit de graines diverses. Les interactions au sein des membres d'une même famille et d'une bande sont nombreuses et passent beaucoup par les sons. Les scientifiques ont pu démontrer que les calopsites sont sensibles aux cris de leurs congénères, surtout lorsqu'il s'agit de proches, révélant ainsi la richesse de leurs liens et de leurs émotions. Alors, pas si bête la perruche calopsite ? Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail, ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier!